Bienvenue à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Bonjour à tous. Merci d'être là pour cette nouvelle visioconférence donc sur les conséquences économiques du Covid. Et aujourd'hui, donc, je reçois Olena Vrilchik et Pierre-Charles Pradier qui vont discuter de l'impact et du rôle des banques et des assurances dans cette crise. Donc, j'ai préparé comme ça quelques questions vraiment très introductives. Je laisserai Olena et Pierre-Charles mener la discussion, mais évidemment, les banques étant au cœur de l'économie, elles sont de fait au cœur de la crise. Alors, la situation est bien sûr un peu différente par rapport à 2018, notamment parce que, on l'espère, les banques sont mieux préparées. Est-ce que c'est vraiment le cas? Je pense qu'Olena pourra répondre un peu à ces questions. Isabelle pourra peut-être aussi donner des éléments. Et puis, les banques, elles vont pouvoir également, en sortie de crise, peut-être jouer leur rôle de soutien à l'économie, en soutenant les PME notamment qui vont être en difficulté et qui subissent une crise de liquidité. Comment elles vont gérer ça? Comment les assurances elles-mêmes vont gérer cette catastrophe sanitaire? Peut-être qu'également à la fin, on aura un peu de temps pour discuter de la banque à distance pour le coup. Est-ce qu'il y a une opportunité pour les fintechs si on a un petit peu de temps peut-être pour évoquer cette question et aussi une question qui revient souvent alors qui concerne pas que les banques mais aussi les banques sur le fait que les entreprises qui sont aidées peuvent ou pas verser des dividendes. Peut-être qu'on aura un peu le temps pour traiter cette question également. Voilà en gros quelles sont les questions auxquelles on va tenter de répondre de manière un peu académique donc avec Olena et Pierre-Charles aujourd'hui. Alors, je vous laisse. Qui souhaite commencer? Olena, tu veux commencer? Oui, je vais commencer, oui. Très bien. À toi. Merci à vous. Donc, bonjour à tous. Donc, avant de parler des banques, en fait, moi, je voudrais bien parler plus du financement des entreprises parce que finalement, le rôle des banques, c'est financer les entreprises, surtout les entreprises petites et moyennes qui ont du mal à avoir accès au marché financier. Et donc, aujourd'hui, il y a une telle incertitude. D'habitude, on dit il y a une asymétrie d'information entre emprunteur et prêteur. L'emprunteur, il sait beaucoup mieux sur sa situation financière, sa capacité de remboursement que les prêteurs, les banques. Mais aujourd'hui, on peut même pas parler de l'asymétrie d'information parce que même les emprunteurs, ils savent pas s'ils seront capables de rembourser leurs prêts ou non. Donc voilà, quand on pose la question comment les banques peuvent aider à la reprise, je pense que c'est très très difficile pour les banques vraiment prêter à ce moment, c'est quasiment impossible à cause de cette incertitude. Et donc dans plusieurs industries, les recettes des entreprises ont baissé de 100%, c'est le cas du tourisme, de la restauration, mais même les entreprises qui ne sont pas en confinement, ils ont quand même du mal. Ils n'ont pas de recettes, leurs recettes sont baissées, alors que leurs dépenses, ils continuent d'être assez élevées. Quelles sont ces dépenses? D'abord, ils doivent continuer à rembourser leurs crédits, ils doivent payer leur loyer, ils peuvent aussi avoir d'autres dépenses comme l'Internet, comme l'eau qui sont toujours là. Alors, on a entendu que plusieurs banques, ils ont décidé de mettre une sorte de moratoire sur le remboursement de crédit. Donc, le remboursement de crédit est retardé. Et l'État aide bien sûr les entreprises parce qu'il y a un dispositif de chômage partiel. Mais quand même, il y a d'autres dépenses. Et donc, les banques sont vraiment dans la situation, les entreprises sont dans la situation vraiment très, très fragile parce que leurs dépenses continuent d'être là alors que leurs recettes sont complètement disparues. Donc, ils ont un problème de liquidité. Ce qu'on dit au moins, on pense qu'ils ont un problème de liquidité, ils ont besoin de s'endetter pour les fonds de roulement, alors que les banques, ils veulent pas bien sûr prêter dans cette situation. Et donc là, je voudrais bien parler en détail du dispositif d'État, du dispositif de garantie des prêts d'État pour les crédits accordés par les banques. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Donc, ça signifie que si les banques prêtent aujourd'hui pour les fonds de roulement, si les entreprises ne sont pas capables de rembourser ces prêts, c'est l'État qui va rembourser ces prêts. Donc, d'abord, le montant de ce dispositif. Alors, ce que je vais faire, en fait, je vais parler de ce dispositif et ensuite, je vais essayer un peu d'avoir un esprit critique pour comprendre est-ce que c'est un bon dispositif dans cette situation ou non. Parce que du premier abord, ça paraît comme un super dispositif parce que finalement, l'État fait quelque chose pour les entreprises. Et si on compare cette crise avec la crise précédente, dans la crise précédente, les hommes politiques ont été vraiment accusés du fait qu'ils ont beaucoup aidé les banques. Et ensuite, ils ont espéré que les banques vont prêter aux entreprises et aux ménages.
il n'y avait pas du tout, pas très peu d'aide directe aux entreprises et aux ménages. Donc, par exemple, aux États-Unis, il y avait beaucoup des gens qui ont perdu leur maison parce qu'ils ne pouvaient pas rembourser leur crédit. Les banques, ils n'ont pas perdu parce qu'ils les ont remboursés, ils ont été aidés par l'État, mais les individus, ils ont perdu leur maison. Et donc, maintenant, il paraît que les États en France, mais aussi dans plusieurs d'autres pays, parce que ce type de dispositif, il a été mis en place aussi aux États-Unis, en Angleterre, dans d'autres pays. Donc, on a l'impression que finalement, l'État a fait quelque chose directement pour les entreprises. Et donc, d'abord, le montant. Donc, le montant, 3 milliards d'euros. Alors, c'est 12% du PIB. Alors, je ne sais pas si c'est beaucoup ou non pour les entreprises. On va voir ça ensemble plus tard. Alors, si moi, je suis une entreprise, combien je peux emprunter? Alors, je peux emprunter jusqu'à 3 mois de mes recettes. Ce qui paraît assez logique parce que voilà, on a un confinement pendant plus ou moins 2 mois. Ça va prendre encore 1 mois pour vraiment reprendre l'activité. Donc, 3 mois paraît logique, surtout quand le dispositif était mis en place il y a 1 mois. Qu'est-ce qui se passe avec le remboursement? Pendant la première année, il n'y a pas de remboursement et ensuite, les entreprises doivent choisir une maturité entre 1 an et 5 ans. Quel est le taux d'intérêt? Alors, le gouvernement a dit aux entreprises qu'il faut il faut prêter cet argent au prix coûtant. Donc, vous avez suivi mon cours sur l'économie bancaire, on a parlé de l'indice de Lerner, vous vous souvenez? Dans l'indice de Lerner, on a vu que les banques, ils ont toujours les markups jusqu'à 30%. Maintenant, ils doivent avoir des markups zéro. Je ne sais pas exactement comment c'est précisé, en fait, c'était pas précisé, mais comment les banques vont calculer le coût du risque, parce que finalement, les banques, ils vont porter une partie du risque. Ça dépend de la taille des entreprises, mais les banques seront obligées de porter des 10% jusqu'à 30% du risque. Donc, comment le coût du risque est calculé? On ne sait pas parce qu'on est vraiment dans une situation inédite. Et donc, tous les modèles des banques qu'ils ont utilisés dans le passé, je ne pense pas qu'on peut utiliser ces modèles pour calculer le coût du risque. Ça va être assez difficile et je pense, ça va être difficile. Ce qui est intéressant, les banques n'ont pas le droit de demander une garantie supplémentaire. Donc, ils peuvent pas demander un collatéral, etc. Alors, je dis tout le temps des banques, mais en fait, c'est pas seulement les banques, mais c'est aussi les fintechs qui peuvent aussi participer dans ce mécanisme de garantie d'État. Ce qui est intéressant, quand le mécanisme a été annoncé, les fintechs étaient exclus, mais ils ont fait du lobbying et finalement, ils ont été acceptés. Et heureusement, je pense heureusement, parce que sinon, il y a quand même un avantage comparatif des banques qui est assuré par l'État. Donc voilà, donc là, ce dispositif, et maintenant, alors je vais vous expliquer comment je procédais. Alors moi, je me suis posé la question, est-ce que c'est une bonne chose? Plus précisément, déjà, est-ce que c'est suffisant? Parce que comme je vous ai dit, 12% du PIB, je ne sais pas si c'est vraiment suffisant ou non. Donc moi, j'ai de la chance parce que je suis en train de faire les recherches avec une base de données qui seront demandées par les entreprises françaises, toutes les entreprises françaises. Mais bien sûr que vous imaginez bien que pas toutes les entreprises françaises vont demander. Déjà, il y a beaucoup de secteurs qui ne sont pas confinés, qui continuent à fonctionner plus ou moins correctement. Il y a même des entreprises qui profitent en fait du confinement, comme Zoom par exemple. Bon, c'est pas une entreprise française, mais il y a, j'espère qu'il y a plusieurs entreprises numériques françaises qui profitent aussi de cette situation. Et donc, ils n'ont pas besoin d'emprunter, surtout, ils n'ont pas besoin de garanties d'État. Donc, du coup, si on compare 640 milliards de la demande maximale avec 300 milliards du montant de cette garantie, en fait, ça paraît assez convenable. Je pense que ça paraît suffisant, à mon avis. Après, on peut discuter, mais pour moi, c'est très suffisant. OK, donc c'est suffisant. Mais maintenant, ma deuxième question que je me suis posée, mais qu'est-ce qui va se passer avec le levier des entreprises qui s'endettent? Et du coup, je fais quelques calculs en plus. Donc d'abord, je regardais la structure du capital de mes entreprises dans ma base de données, une médiane active, donc 50%. Donc 50% des actifs sont financés par la dette,
50% des actifs sont financés par les fonds propres. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans ces dettes, c'est pas que la dette bancaire. Hein. Il y a toutes les autres dettes. Il y a des obligations. Il y a la dette vis-à-vis les fournisseurs. Il y a les dettes vis-à-vis l'État. Quand les entreprises ils doivent les impôts à l'État, ben, ça fait partie des dettes comptables. Et donc, si on regarde la deuxième colonne, le crédit bancaire divisé par actifs, ben, on voit que pour une entreprise moyenne, ben, finalement, c'est juste 10%. Donc, 10% des actifs des entreprises françaises, d'une entreprise française moyenne, est financée par la dette bancaire. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises qui n'ont pas une relation bancaire. Ils n'ont pas un crédit bancaire. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont zéro crédit bancaire. Et du coup, si on prend une entreprise médiane, bah, on retrouve un chiffre de 1%. Donc, juste 1% des actifs sont financés par le crédit bancaire. Donc ça, c'est très important parce que la question se pose, est-ce qu'une entreprise qui n'a pas une relation bancaire, est-ce que cette entreprise peut postuler aujourd'hui pour un crédit et est-ce que la banque va accorder alors qu'il n'a aucune relation de crédit dans le passé. Peut-être cette entreprise a un compte courant, mais il n'a jamais emprunté à cette banque. Et donc finalement, quand je calcule le montant maximal pour cette entreprise, de la dette qui est garantie par l'État, et je divise ça par l'actif, et j'arrive à un chiffre d'environ 40% pour une entreprise moyenne ou une entreprise médiane. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? Vous voyez bien que c'est beaucoup. Donc, encore une fois, est-ce que ce mécanisme de garantie, est-ce qu'il est suffisant? Je pense que c'est un mécanisme qui est très, très important. Et donc, maintenant, la question se pose, qu'est-ce qui va se passer avec le levier des entreprises qui s'endettent? On ne peut pas vraiment juste ajouter la première colonne avec la troisième colonne. On ne peut pas juste ajouter la dette totale des 50% plus la dette garantie par l'État 40%. Parce que je pense, en partie, ce prêt garanti, il va substituer peut-être aux autres dettes. Il va substituer peut-être aux dettes des fournisseurs, aux dettes vis-à-vis de l'État, peut-être, voilà. Mais quand même, on voit que les entreprises sont encouragées maintenant par l'État de s'endetter beaucoup pour traverser cette crise. Et toutes ces dettes, elles doivent être remboursées dans le futur. Et je pense que ça va être difficile. Je pense la Banque de France, elle s'inquiétait déjà pour l'endettement, pour le surendettement des entreprises françaises. Il y a une note qui est sortie en début janvier, avant la crise, début janvier 2020, où les chercheurs de la Banque de France, ils s'inquiètent déjà que les entreprises françaises sont très, très endettées. Et donc là, on va ajouter encore de la dette pour les entreprises qui ont besoin, bien sûr, parce qu'ils ne peuvent pas faire sans ça. Donc, c'est une situation en fait très, très compliquée. Et on sait de le passé que les entreprises qui sont très, très, très endettées, ils ne vont pas investir. Joseph, dans sa présentation sur la politique monétaire, elle a parlé beaucoup des États qui s'endettent en ce moment. Elle disait que les États s'endettent aujourd'hui pas pour investir, mais pour couvrir les pertes et pour couvrir les dépenses courantes. Et donc, du coup, il ne crée pas les conditions de remboursement de ces dettes. C'est exactement la même chose pour les entreprises. Les entreprises s'endettent aujourd'hui, mais pas pour investir, mais pour juste couvrir leurs pertes. Et ils ne vont pas investir tant qu'ils n'ont pas remboursé ces crédits. Donc, il y a une grande littérature qui est empirique qui montre que les entreprises qui ont un levier très, très important, ils investissent moins que les entreprises qui ne sont pas endettées. Donc, je pense qu'on a un vrai problème. On a un grand problème d'endettement et surendettement des entreprises qu'on aura à l'issue de cette crise, qui bien sûr aura l'impact sur la santé des banques aussi. Mais bien sûr, je me pose la question, quelles sont les alternatives? Alors, les alternatives existent, mais elles sont coûteuses à court terme, parce qu'il faut bien savoir, le dispositif dont je vous ai parlé,
je dis que c'est 12% du PIB ou 12% du PIB. Ben, il faut bien comprendre que cet argent, il n'est pas dépensé par l'État aujourd'hui. C'est une garantie, donc l'État va dépenser cet argent seulement si les risques se matérialisent. Alors, quelles sont les alternatives? Aux États-Unis, il y a un dispositif qui est similaire, mais le crédit sera transformé à une subvention au cas où les entreprises gardent tous les employés. Donc, une subvention, ça signifie que l'État dépense aujourd'hui pour cette subvention. Et du coup, le levier des entreprises ne va pas augmenter. Ensuite, ils peuvent s'endetter plus quand il y a une reprise pour investir, par exemple. Donc, ça, c'est une possibilité qui est coûteuse pour l'État. Il y a une autre possibilité qui est proposée par les chercheurs. Je vais vous envoyer un lien via l'EPI. C'est financer des entreprises par les fonds propres. C'est une proposition qui est faite par plusieurs chercheurs. Donc, financer par les fonds propres, ça signifie que les entreprises ne doivent pas rembourser leur crédit, donc ils ne remboursent pas les fonds propres. Ça signifie s'il y a des pertes, l'État a perdu ses fonds propres. Mais s'il y a des profits, l'État peut profiter. Mais ensuite, ils vont payer un taux d'imposition plus élevé pendant une période, donc d'une manière pour rembourser cette subvention plus tard. Donc, il y a aussi un remboursement, comme pour le cas des crédits. Mais j'insiste beaucoup, ce qui est très très important, c'est que les entreprises peuvent investir avant de rembourser. Donc, ils reçoivent leurs recettes, ils payent leurs dépenses, il y a ce profit, ils peuvent investir. Et ensuite, s'il y a quelque chose qui reste, il y a un taux d'imposition plus élevé. Donc, ça n'empêche pas les entreprises d'investir. Je pense que c'est très très important parce qu'on a vu des prévisions, on a vu beaucoup de prévisions pour la croissance, des FMI par exemple, et on observe très souvent des prévisions de reprise en V. Donc, il y a une chute très importante et ensuite, il y a une reprise très importante. Alors, je pense, moi, j'ai beaucoup de doutes sur ces prévisions pour deux raisons. La première raison, bien sûr, c'est la crise sanitaire. On n'a aucune idée quand est-ce qu'on peut permettre la vie comme avant. On ne sait pas quand est-ce que la vaccine sera inventée, on ne sait pas quand est-ce qu'il y a une deuxième vague, on ne sait rien. On ne sait pas si la vaccine sera efficace. Donc, il y a ce côté sanitaire qui est imprévisible. Mais ensuite, même si on imagine que demain, les entreprises peuvent tous, il n'y a plus de Covid demain, imaginons ça, je pense que les entreprises doivent rembourser leur crédit. Du coup, ils auront du mal quand même d'investir. Et donc, la reprise, elle ne sera pas très, très, très rapide. Il y a une question de Günther, un financement un fonds propre par l'État, par les entreprises. En quoi est-ce que c'est différent d'une nationalisation partielle? En fait, c'est pas... Alors, nationalisation, c'est toujours à 100%. C'est comme ça que j'explique aux étudiants pour les banques. La récapitalisation, c'est partiel. Une nationalisation, c'est à 100%. Et donc ici, il y a une entrée du capital dans les entreprises, mais l'État ne va pas dire aux entreprises ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a, au moins pas pour les PME, parce que je pense qu'ils seront jamais d'accord. Et c'est pour ça que j'ai parlé du taux d'imposition plus élevé. Mais je pense en fait cette idée que l'État n'a rien à dire dans la gestion des entreprises, je pense que c'est une question très importante parce qu'effectivement on a envie de lier la récapitalisation, les garanties ou toutes les interventions d'État aujourd'hui avec une promesse de la gestion plus saine, surtout en termes de transition écologique. Et je pense que c'est absolument nécessaire et en même temps, je pense que c'est difficile de le faire aujourd'hui parce que c'est très, très difficile. On n'a pas vraiment d'informations sur les entreprises qu'on peut juger comme les entreprises vertes ou les entreprises qui sont pas, qui respectent pas l'environnement. Surtout pour les PME, on n'a pas de notation, on ne sait pas comment les juger. Donc, je pense aujourd'hui, c'est quasiment impossible de conditionner l'aide aux PME à leur respect de l'environnement. Je pense que là, il faut faire ça plus tard. Il fallait faire ça déjà avant. Je pense qu'il faut faire ça même sans lien avec la crise.
Donc voilà, donc c'est ça que je voulais faire sur le financement des entreprises. On voit bien qu'en fait les banques, ils participent parce que c'est elles qui aujourd'hui accordent les crédits. Ils ont commencé à accorder. Donc j'ai vu un article qu'il y a une demande de 50%, de 50 milliards, et que les banques on accorde beaucoup. Donc il y a juste le taux de refus 5%. Alors je ne sais pas si ce sont des chiffres fiables. C'est une association des banques qui a déclaré ça. Donc j'espère que c'est fiable. Donc, on a l'impression que les banques jouent le jeu parce que je pense qu'ils jouent le jeu parce qu'ils savent s'ils ne jouent pas le jeu. Dans quelques mois, donc, on aura les problèmes de solvabilité des banques et l'État sera obligé de sauver les banques. Donc, je pense que les banques n'ont pas le choix, ils sont obligés de jouer ce jeu aujourd'hui. Et pourquoi je dis qu'il y aura des problèmes de solvabilité? En fait, c'est très difficile vraiment de prévoir les problèmes de solvabilité des banques, ce qu'on a vu déjà dans le passé. Bien sûr, on sait que les banques qui ont plus de fonds propres, ils ont moins de chances de faire faillite. Ça, c'est clair. Mais à partir de ça, c'est très, très difficile à prévoir. Alors, après la crise financière de 2008, les autorités des surveillances des banques. Donc, ils ont décidé qu'il faut que les banques seraient préparées pour une crise de la même ampleur dans le futur. Et comment ils testent ça? Ils font ce qu'on appelle les stress tests ou les tests de résistance. Et donc, chaque 2 ans, la BCE avec le European Banking Authority, ensemble, ils testent si les banques sont capables de traverser une grande crise. Donc, ils font des scénarios, un scénario qu'ils appellent adverse. Donc, c'est très similaire. En fait, c'est que moi, je vous demande dans l'examen. Dans l'examen, je vous dis, supposons que toutes les notations des entreprises ont baissé d'un cran. Voilà, c'est un scénario possible. Et ce scénario, il doit être suffisamment contraignant, théoriquement, pour montrer vraiment est-ce que les banques peuvent traverser une crise de la même ampleur que 2008 ou 1930, les années 30, la Grande Dépression. Il y avait en fait un grand débat sur est-ce que quel type de crise les banques doivent être capables de traverser. Il y a beaucoup d'experts qui disaient la crise comme 2008, ça arrive une fois par siècle, donc voilà, il ne faut pas non plus avoir des fonds propres suffisamment élevés pour traverser cette crise. Alors là, on voit que 10 ans plus tard, on a une crise qui va être encore plus grave que la crise de 2008. Si on regarde les prévisions, les pertes du PIB, des prévisions de 6% pour la France, je pense, en Europe, c'est inédit. Pour vous donner un exemple, donc les stress tests de 2018, ouais, donc la dernière fois, il y avait des stress tests de 2018, et donc dans le scénario qui était analysé, il y avait des prévisions de la baisse du PIB d'environ 1% pendant la première année, même moins qu'1%. Imaginons 1% la première année, un peu moins de 1% deuxième année, et troisième année, plus ou moins, il n'y a pas de baisse. Donc, on a fait des prévisions. Est-ce que les banques résistent à un stress qui est vraiment très petit, en fait, par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Et donc, certes, toutes les banques ont traversé cette stress test, ce test de résistance avec succès. Mais on voit que le scénario n'était pas contraignant du tout. Et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est beaucoup plus contraignant. Donc, je pense que les banques n'ont pas vraiment suffisamment de fonds propres pour traverser cette crise parce qu'ils n'étaient pas vraiment préparés, parce que finalement, on n'a jamais posé la question et qu'est-ce qui se passe, par exemple, s'il y a une épidémie et on a toute l'activité qui est fermée pendant 3 mois. On n'a jamais posé cette question pendant les stress tests. Et on aurait pu le faire quand même. On aurait pu le faire parce qu'il y a beaucoup de chercheurs qui prévenaient que c'est possible. Et il n'y avait pas de prévisions quand est-ce que ça va arriver, mais c'est quelque chose qui est plausible. Et donc, l'objectif des stress tests, c'est imaginer des scénarios plausibles, même s'il y a une chance que ça va arriver, c'est 5%, mais il faut que les banques sont équipées pour traverser cette crise. Donc voilà, donc je pense que les banques sont pas prêtes. Mais bon, on sait déjà ce qu'il faut faire dans cette situation, plus ou moins. On a déjà
recapitalisé les banques dans le passé, on ne les a pas nationalisées. On peut aller plus loin cette fois-là. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on sait déjà. C'est pour ça que je voulais me concentrer plus sur cette garantie des entreprises, qui est quelque chose qui est très, très nouveau. Parce que même si les garanties d'État, ça existe, il y a une littérature empirique qui montre aussi comment ça fonctionne dans le passé, on peut parler de ça. Mais on n'a jamais vu les garanties d'État de cette ampleur pour les entreprises. Jamais. Et donc je pense aussi qu'on n'a jamais vu une augmentation des dettes des entreprises de cette ampleur-là. Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Léna. Donc, Père Charles, je te laisse réagir et nous dire comment tu vois les choses. Oui, moi je voudrais juste compléter quand même un peu le point de vue de Léna. Je t'ai pas beaucoup entendu parler d'aléa moral, Léna, mais on a quand même un petit souci de ce côté-là. Bien sûr. Qui est que l'un des risques qu'on a avec les banques, c'est que il y a quand même 5% de refus. C'est qu'elles soient d'abord intéressées à recapitaliser, enfin plutôt à resolvabiliser les entreprises qui sont des entreprises qui sont endettées auprès d'elles. Et donc de fait que les banques soient plutôt intéressées à récupérer la mise qu'elles ont faite avant la pandémie que à développer l'économie ou à éviter le crash. Alors, est-ce que c'est un risque marginal? C'est pas certain. C'est pas certain parce que les banques sont pas forcément efficaces et elles seront pas forcément à la conquête elles seront pas forcément à l'écoute des entreprises, à part celles qu'elles ont besoin d'écouter parce qu'elles risquent de perdre sans cela. Voilà. Bon, et puis, sinon, effectivement, tu as expliqué l'aspect, le stress qu'il peut y avoir sur les bilans bancaires. De manière évidente, la supervision va être extrêmement accommodante. Parce que, si on gardait le même niveau de supervision, c'est pas un cran de dégradation de la qualité de la dette. C'est là, de fait, tout le monde passe en CCC, ou même en D pratiquement. Et donc, il faudrait augmenter énormément les fonds propres des 50% des entreprises qui sont endettées auprès des banques. Augmenter énormément les fonds propres qui permettent de garantir qui sont mis au passif en face de l'actif qui correspond à la dette des entreprises dont la qualité de dette se dégrade. Or ça, on le fera pas. On le fera pas. Donc de fait, même si, il y a pas besoin de toucher à la réglementation prudentielle parce que la supervision va être très accommodante. Et alors, en fait, le point de vue des assureurs, il est assez complémentaire parce qu'on va reparler des mêmes choses, mais d'un point de vue un peu différent. Alors, je sais pas si vous voyez mon écran. Oui. Bon, super, merci. Donc, l'assurance contre la pandémie. Alors, est-ce que je vais réussir à faire défiler les slides? C'est quand même ça la vraie question. Voilà, oui, on y est. Donc même pas peur. C'est-à-dire que en fait, on va pas beaucoup parler de solvabilité, un tout petit peu marginalement pour se souvenir comment ça fonctionne, mais surtout, on va essayer de comprendre quelle est la nature de l'événement auquel on fait face en termes d'assurance. Alors, un petit rappel, ce sont les ordres de grandeur des gros événements, des grosses catastrophes d'assurance. Les grosses catastrophes d'assurance, donc Swiss Re édite une publication bimensuelle qui s'appelle Sigma et qui est en fait la bible des données d'assurance. Bon, et donc dans Sigma, par exemple, il y a une récapitulation des catastrophes des 50 dernières années. Et alors ce qu'on voit, c'est que l'année où on en a eu pour le plus cher, c'était 2017, puisqu'il y a eu trois tempêtes qui étaient Harvey, Irma et Maria, et ça au total, ça faisait 150 milliards de dollars d'indemnités à payer, mais pour 3 tempêtes. En fait, alors le chiffre qui commence à circuler aux États-Unis sur le montant total d'indemnisation pour la pandémie, il est de l'ordre de 100 milliards de dollars. À mon avis, c'est plutôt si vous voulez, c'est un peu comme ce qu'on dit sur le nombre de cas confirmés du coronavirus. C'est un ordre de grandeur, pas un ordre de grandeur au sens une estimation fiable, mais un ordre de grandeur au sens où on veut donner une idée de l'importance du phénomène. Et donc, ce qu'on veut dire quand on dit 100 milliards de dollars, c'est qu'en fait, c'est le plus gros événement en termes d'indemnisation, puisque le précédent plus gros, c'était l'ouragan Sandy en 2008, qui avait dévasté New York en particulier, qui était 80 milliards. Et puis avant ça, c'était le 11 septembre, où c'était 50 milliards pour un seul événement. Là, on parle du double. Mais du double pour indemniser quoi? En fait,
Alors, je parle toujours des chiffres américains parce que c'est intéressant. En fait, regardez les garanties d'assurance aux États-Unis qui sont chiffrées de manière plus explicite qu'en France. C'est intéressant parce qu'en fait, ce que l'assurance va prendre en charge, ça révèle en creux ce qui est pris en charge, pas par l'assurance, mais par le système de protection sociale en général. Donc, en fait, les assurances, elles vont payer pour la santé. Alors, par exemple, quand vous êtes hospitalisé aux États-Unis, c'est alors, à moins que vous dépendiez d'un programme comme Medicare ou Medicaid, c'est votre assurance qui va payer. Bon, en France, c'est la sécurité sociale qui paye pour l'essentiel, même s'il y a une dimension complémentaire santé. De toute façon, quand vous êtes pris en charge pour le Covid, c'est pas votre complémentaire santé qui va payer, c'est la sécurité sociale. On a des assurances décès aussi. Pour les gens qui ont souscrit une assurance décès, il y aura donc qui décèdent, leurs ayants droit touchent une prime. Ça, c'est les assureurs qui vont devoir payer. Et puis, il y a tout un tas de garanties complémentaires, annulation de voyage, rapatriement sanitaire. Bon, ça, c'était ce dont on avait surtout parlé au début de la pandémie, parce que maintenant, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui soit en situation de prendre des billets pour aller se promener et donc d'annuler son voyage. Enfin, en tout cas, si c'est ce que vous comptiez faire, je vous déconseille de le faire sans vous assurer parce que les voyages aériens vont pas reprendre de sitôt, je crois. Bon, alors donc, en matière d'assurance de personnes, les assureurs vont payer. Mais ce qui devrait être le gros poste, là, il n'y aura pas de paiement. Alors, ce qui devrait être le gros poste, c'est quoi? C'est la perte d'exploitation. C'est-à-dire, justement, la perte, essentiellement, le côté assurance des entreprises pour toutes les pertes qu'elles ont pu faire, chiffre d'affaires perdu, disruption de la chaîne logistique, impossibilité à se procurer les matières premières, etc. Bon, il y a des assurances pour tout ça, mais là, elles ne paieront pas. Alors, pourquoi est-ce qu'elles ne paieront pas? Elles ne paieront pas, en fait, parce que, alors souvent, récemment, donc dans les polices souscrites récemment, il y a une exclusion explicite des épidémies, en particulier des épidémies virales, parce que soit depuis la première épidémie de SARS en 2003, soit depuis l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest en 2016, les assureurs ont mis des exclusions explicites sur l'effet des virus sur l'activité des entreprises. Mais même avant qu'il y ait des clauses explicites, si vous avez des polices plus anciennes qui ont été renouvelées par tacite reconduction, de toute façon, l'événement déclencheur d'une indemnisation pour perte d'exploitation, c'est qu'il faut qu'il y ait un dommage matériel. Il faut qu'il y ait un dommage matériel à votre outil de production. C'est-à-dire qu'il faut que les bâtiments, les machines, les stocks, les camions, enfin bref, il y ait quelque chose qui a été endommagé, et c'est ça qui déclenche l'indemnisation pour perte d'exploitation. Alors, là encore, quand on regarde l'exemple américain, les assureurs dommages américains, ils ont chiffré au début avril le montant de ce qu'il faudrait payer pour indemniser les entreprises américaines en perte d'exploitation. Et l'estimation qu'ils font, c'est entre 250 et 430 milliards de dollars par mois de confinement. Alors, vous voyez que c'est une estimation à la louche, puisque l'incertitude elle va pratiquement du simple au double, enfin le montant estimé va pratiquement du simple au double. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de ramener ça au volume des primes qui sont perçues par les assureurs de dommages d'entreprise. C'est 71 milliards de dollars par an. Donc, en gros, s'il fallait payer la perte d'exploitation, le premier mois, ce serait déjà 3,5 fois le montant des primes perçues. Donc, c'est juste pas possible. D'autant que, de toute façon, 250 milliards, c'est déjà plus que les fonds propres de tous les assureurs dommages américains. Bon, donc, bref, évidemment, ils vont pas payer. Ils vont pas payer parce que c'est pas dans les contrats, c'est pas garanti. Et même si on leur demandait, ils n'ont pas les moyens de payer. Mais alors, Olena a déjà décrit le détail de la prise en charge dans le cadre de l'économie française. Et donc, c'est là aussi que la comparaison avec les États-Unis est intéressante. C'est-à-dire que, en France, les entreprises, elles ont pu bénéficier du chômage partiel qui, pendant 3 mois, va permettre d'indemniser les salariés à hauteur de 76% de la rémunération. Et puis, en plus, il y a des salariés qui sont pas en chômage partiel, mais ceux qui, par exemple, restent à domicile pour garder les enfants, ils ont pu faire une demande de prise en charge exceptionnelle par la sécurité sociale. Ben là encore, c'est la sécurité sociale qui va payer. Et puis, on va voir qu'il y a aussi une série d'autres dispositifs qui font que, de fait, une grande partie des pertes sont socialisées en France. Aux États-Unis, c'est pas le cas. Bon, une grande partie des pertes sont socialisées en France. Cela dit, en France, il y a exactement la même affaire, c'est-à-dire que les entreprises qui avaient souscrit des assurances pour des pertes d'exploitation, ces assurances pour perte d'exploitation vont pas indemniser parce que l'élément déclencheur qui est en fait une décision, enfin un décret du Premier ministre qui confine les gens à domicile et qui fait que les restaurants,
enfin bon, toutes les entreprises se retrouvent dans l'impossibilité d'avoir une activité normale et donc d'avoir un chiffre d'affaires. Ben ça, c'est pas prévu comme enfin, c'est soit exclu directement, soit de toute façon pas prévu parce que il faut qu'il y ait un événement déclencheur qui soit un sinistre, qui cause des dommages physiques. Et à mon avis, le Premier ministre n'a pas été casser les machines des entreprises ni les cuisines des restaurants. Voilà. Ou alors, il y a une nouvelle théorie du complot que je ne connais pas encore. Bon, donc de fait, même si les assureurs vont payer un certain nombre de choses, on voit bien que ce qu'ils vont prendre en charge en France, c'est quand même relativement marginal en direct, parce que les assurances santé en France, c'est sans commune mesure avec les assurances santé aux États-Unis, puisque le coût de la santé est en grande partie socialisé, sécurité sociale, et les assurances des entreprises, de toute façon, c'est pas pris en charge parce que c'était exclu a priori. Du coup, la question de savoir si les assureurs vont pouvoir payer, oui, ils vont pouvoir payer en santé, en décès, en assistance, tout ça, c'est provisionné. Bon, ça aura certainement un impact sur le résultat technique qui sera probablement pas joli, mais c'est pas considérable. Alors, je crois pas que les assureurs aient déjà chiffré l'impact sur leur résultat d'exploitation. D'autant plus qu'il n'y a pas que le résultat technique, c'est la partie proprement assurantielle, c'est-à-dire c'est la différence entre les primes souscrites quand elles ont été souscrites et les indemnités. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi du résultat financier, on va en parler un peu plus tard. Bon, et en perte d'exploitation, de toute façon, comme on l'a dit, ils vont pas payer, même si c'est vrai que il y a une tentation, dans tous les pays, des gouvernements, d'imposer par la loi la prise en charge d'une partie des pertes d'exploitation. Alors, il faudrait une loi qui rétrospectivement considère comme non écrites certaines clauses des contrats, par exemple. De fait, ça voudrait dire, en gros, qu'il faut que les assureurs mangent une partie de leurs fonds propres pour indemniser. Bon, si on fait payer les assureurs si on demande aux assureurs de manger une partie de leurs fonds propres pour indemniser la perte d'exploitation, on peut aussi demander à n'importe qui. Et de fait, il va peut-être y avoir une dimension d'impôt forcé pour amortir les pertes, mais on sait que le problème de faire payer un impôt forcé à qui que ce soit maintenant, là, c'est que ça risque d'avoir un impact sur la consommation, sur les dépenses. Enfin, dans le cas des entreprises, surtout sur l'investissement, et dans le cas des particuliers, évidemment sur la consommation. Bon, mais ça, c'est plutôt une question macro qu'une question micro. Et donc, je vais laisser ça aux macroéconomistes. Bon, alors, de toute façon, comme les chiffres précédents l'ont montré, les assureurs n'ont pas de provision pour payer en perte d'exploitation, ils n'ont pas des fonds propres pour le faire, donc c'est pas si vous voulez, c'est un peu un scénario de science-fiction, et donc je vais pas m'étendre là-dessus. Là, on a vu, en fait, ce qu'on a vu, c'était l'aspect passif du coût d'indemnisation. Pourquoi l'aspect passif? Parce que les garanties d'assurance, c'est les provisions mathématiques qui sont au passif, et donc si les assureurs payent, ça a un impact sur leur passif, parce que de fait, leur passif réel se révèle supérieur aux provisions qu'ils avaient constituées. Mais il y a aussi certainement un effet actif, enfin un effet sur l'actif de la pandémie, et qui est plus habituel pour les banques, parce que chez les banquiers, on est habitué à ce que le cycle économique ait un impact sur l'actif. Chez les assureurs, on l'est un peu moins, on l'est d'autant moins que si vous vous souvenez de ce qu'était la réglementation des assurances jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on ne demandait pas aux assureurs d'avoir des fonds propres réglementaires pour couvrir des pertes d'actifs. Dans Solvabilité 1, c'était pas le cas. Dans Solvabilité 1, on s'intéressait uniquement aux primes souscrites et ou aux indemnités payées, et pas du tout au côté actif. Alors que on peut s'attendre quand même, suite à ce qui s'est passé ces dernières semaines, à ce que, en plus des problèmes de résultats techniques, donc liés au paiement des sinistres, il y ait un peu un problème de résultats financiers pour les assureurs, parce que leur actif a dû quand même souffrir. Donc, pour ceux qui n'auraient pas en tête les ordres de grandeur, Wall Street a perdu 36% dans les premiers jours, en gros au cours du mois de mars. Bon, c'est un peu remonté depuis, mais en fait, ça veut dire que les placements actions des assureurs en moyenne, il faudrait regarder le MSCI, et puis en fait, il faudrait regarder vraiment comment c'est distribué. Mais en gros, les assureurs ont dû perdre de l'ordre de 20% de la valeur de leur actif. Bon, vous savez, les assureurs, ils n'ont pas beaucoup d'actions, ils ont surtout des obligations. Mais les obligations, c'est pas tellement mieux, parce que en fait, si vous regardez la dette souveraine française à 10 ans, avant le début de l'épidémie, elle servait à un taux négatif qui était de l'ordre de moins 30, moins 40 points de base. Elle est montée très fortement au début du mois d'avril, et maintenant on est retombé à peu près à zéro. Mais concrètement, la valeur des obligations a dû baisser. Bon, heureusement, les assureurs, comme vous le savez,
en général, quand ils achètent des obligations, ils les gardent jusqu'à maturité, d'accord? Ils hold to maturity. Et donc, de fait, les variations de court terme, ça a juste un impact sur l'évaluation en juste valeur de l'actif de leur bilan, mais ça n'a pas d'impact sur leur performance financière de moyen terme. Sauf que le problème, c'est quand même que s'il y a de la volatilité, à l'actif de leur bilan, normalement, il faut qu'ils renforcent leurs fonds propres réglementaires. Mais là encore, de la même façon qu'on peut estimer que les banquiers bénéficieront de la mansuétude de leurs superviseurs, on peut penser quand même que la CPR va pas venir demander aux assureurs de recalibrer les modèles internes ou même simplement la formule standard de solvabilité 2 pour avoir plus de fonds propres parce qu'il y a de la volatilité sur les taux d'intérêt de la dette souveraine. Bon alors, ça c'est un peu un clin d'œil pour Léna. Heureusement, les assureurs ont pas mis d'Ethereum à l'actif de leur bilan, parce qu'évidemment là, pour le coup, les cryptos, elles ont pris un gros coup sur la tête. Non, mais de manière générale, heureusement en fait, les assureurs sont quand même suffisamment diversifiés à l'actif pour pas avoir des pertes d'actifs trop importantes et donc pas avoir des résultats financiers trop mauvais. Parce que ce qui est probable dans le cas des assureurs français, c'est qu'ils auront plus de pertes. Enfin, leur résultat financier sera plus mauvais que leur résultat technique, dans la mesure où, comme on l'a vu, ils indemnisent quand même beaucoup moins que les assureurs américains, qui eux risquent d'avoir un résultat technique bien pire que leur résultat financier. Bon, alors, en fait, pourquoi je vous ai parlé de cette affaire de corrélation entre on a un risque qui se réalise, le risque d'assurance qui se réalise. Ce risque d'assurance, il a un impact macro, et comme il a un impact macro, il a aussi un impact sur les marchés financiers, du coup sur l'actif des assureurs. Et donc, en fait, pour les assureurs, le problème d'indemnisation, il se double d'un problème de baisse de la valeur de l'actif. Et ça, en fait, cette corrélation des risques, qui sont quand même des risques importants, parce que le fait qu'on ait un très gros sinistre comme une pandémie et en même temps une très grosse baisse de la valeur des actifs, parce que une baisse de 30% de la valeur des actifs, c'était quand même les stress tests de cauchemar. Hein. C'était pas complètement anticipé comme ça. Donc le fait qu'on ait une corrélation entre ces deux risques, c'est ennuyeux. Pourquoi ? Parce que même si dans le cas des assureurs européens, ça va avoir un impact limité, justement parce que les assureurs européens, comme on l'a vu, en fait, leur exposition est limitée par le fait que les systèmes de sécurité sociale en Europe vont prendre en charge une grande partie du truc. Bon. D'une part. D'autre part, les cadres réglementaires, depuis maintenant plus de 10 ans, dans le cas du RBC américain, c'est depuis le milieu des années 90. Dans le cas de Solvabilité 2, c'est 2016, mais c'était déjà anticipé depuis le début des années 2010. Dans le cas du Swiss Solvency Test, c'est aussi en vigueur depuis 2013. Enfin bon, bref, tous les assureurs mondiaux, ils se sont mis à imposer des provisions en capitaux réglementaires aussi pour les pertes d'actifs. Donc, OK, les assureurs, ils vont survivre. Mais en revanche, là où il y a un problème, alors, il y a eu du risque épidémique qui a été assuré d'une certaine manière par une émission d'obligations conditionnées. C'est le cas d'une émission de la Banque mondiale en 2017 qui avait émis une epidemic bond. C'était en fait donc une obligation qui paye une prime sur le taux d'intérêt, en échange de quoi, s'il y a une épidémie, alors le capital n'est pas remboursé. Enfin, en gros, l'emprunteur qui était la Banque mondiale garde les fonds et ne paye plus ni intérêt ni capital. Et ça, cette émission en 2017, elle avait été faite juste au moment où Ebola ça démarrait, mais juste avant que Ebola ne prenne une grande ampleur. Ça a permis en fait de financer l'aide, de financer la lutte contre l'épidémie dans les pays qui ont été touchés, en particulier en RDC, au Libéria, etc. Alors, ça a été un peu un précédent, mais en fait, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que ça va probablement très mal marcher pour financer des pandémies, puisque comme les marchés financiers sont atteints par les pandémies, on voit pas très bien pourquoi les investisseurs iraient réinvestir dans un produit qui démultiplie par un déclencheur, par un trigger qui démultiplie l'effet des pandémies. En fait, c'est une option à barrière qui fait qu'au lieu que vous perdiez 30% comme l'investisseur en action, vous perdez 100%. Donc c'est un peu comme c'est une option binaire sur un événement qui déjà fait perdre à la bourse. Donc c'est pas intéressant pour l'investisseur. Alors que en matière de catastrophes naturelles, par exemple, qui était, vous vous souvenez, le risque dont on a parlé au début, là c'est relativement intéressant d'émettre des obligations qui
fonctionne selon le même modèle donc que cette obligation qui avait été émise par la Banque mondiale, donc ce qu'on appelle les obligations catastrophes, d'accord. Les obligations catastrophes, c'est des obligations où un emprunteur émet une obligation qui paye une prime d'intérêt assez forte, c'est-à-dire que même un emprunteur AA, par exemple, AA c'est un bon réassureur, un emprunteur AA, au lieu qui paye le taux moyen des AA, qui est je sais pas combien de points de base, là il va pouvoir payer une prime de, ça doit aller jusqu'à 150 points de base, je pense, pour une obligation catastrophe. Donc il paye une prime importante, mais s'il y a un événement déclencheur, c'est-à-dire par exemple une catastrophe à laquelle il y a une exposition supérieure à 2 milliards, qui est le montant de l'obligation catastrophe, enfin, de l'ensemble des obligations catastrophes, alors l'événement n'est pas remboursé. Donc ça peut intéresser les investisseurs. Pourquoi ? Parce que comme les catastrophes naturelles sont pas corrélées avec les marchés financiers, enfin, elles peuvent être corrélées avec les marchés financiers localement, d'accord ? C'est-à-dire que quand il y a un tsunami au Japon, ça a un impact sur la bourse du Japon. Mais l'intérêt des catastrophes naturelles, c'est qu'en général, elles ont un impact localisé. Donc, de fait, les catastrophes naturelles, on peut les faire prendre en charge par des cat bonds. Les pandémies, qui touchent tout le monde, et donc en particulier tous les marchés financiers, ça marche pas. Et donc, la question de savoir, est-ce qu'on peut assurer la perte d'exploitation, à qui l'État revendrait-il ses participations ? Pardon, non, c'était ce matin. Oui, pardon, j'arrive pas à voir j'ai vu qu'il y avait un message qui était envoyé, mais j'arrive pas à le voir. On prendra les questions après. Finis ton exposé, après on prendra les questions, d'accord ? Oui. Bon, donc je voudrais, oui, je termine sur cette affaire de prise en charge d'une pandémie par des obligations catastrophes. Ça marche pas parce que à cause de la corrélation avec les marchés financiers. Et donc en fait, c'est comme l'obligation catastrophe amplifie l'événement, ça n'intéressera pas les investisseurs. Alors que dans le cas des obligations catastrophes relatifs aux catastrophes naturelles, c'est un bêta, c'est orthogonal en fait aux événements de marché, donc c'est un élément de diversification, donc ça peut intéresser les investisseurs. Donc ça marche pas comme ça. Alors est-ce que ça veut dire pour autant que la perte d'exploitation, donc la pandémie, l'aspect perte d'exploitation de la pandémie est inassurable? Le premier problème, du point de vue de l'assurance de base, c'est assez compliqué à prendre en charge. D'abord parce qu'on voit pas très bien comment on calcule la probabilité. On voit pas très bien comment on calcule la probabilité parce que c'est quand même pas un événement récurrent, d'accord ? C'est que autant le type d'événement qu'on a l'habitude de prendre en charge avec l'assurance, c'est des petits risques répétitifs pour lesquels on pense qu'il y a de l'indépendance entre les sinistres et donc on peut faire jouer un machin qui est analogue au théorème central limite. Là, le théorème central limite pour les pandémies, ça n'a pas l'air de marcher très bien. Bon, mais d'un autre côté, on assure quand même des très gros risques, d'accord ? Les supertankers, les satellites, le risque nucléaire, ça s'assure. Donc, il devrait y avoir moyen de faire. Je ne vais pas entrer dans les détails maintenant. Si ça vous intéresse de savoir comment on calcule les probabilités des événements très très rares, il y a un très bon livre de mon collègue et néanmoins ami Daniel Seidenweber qui fait une très bonne lecture de vacances parce qu'en fait, c'est plein d'exemples et en gros, c'est comment on calcule l'espérance d'un phénomène sans espérance. Ça peut paraître paradoxal, mais la réponse, c'est évidemment qu'on met un plafond et après, on se débrouille pour trouver une probabilité d'occurrence. Mais comme c'est plein d'exemples numériques, c'est assez marrant et ça détend. Bon. En fait, le problème qu'on a, comme on vient de le voir, c'est surtout qu'on a une corrélation extrême avec les événements des marchés financiers, et donc on peut pas remettre une partie si vous voulez, on peut pas se défausser du risque sur les marchés financiers. Donc si on veut assurer un événement comme la perte d'exploitation liée à la pandémie, il faut trouver un montage avec les assureurs pour que les assureurs prennent tout, ou à peu près tout. Et ça va pas de soi. Bon, alors concrètement, comment est-ce qu'on fait ? En fait, il y a des exemples. Les exemples, c'est on va regarder les montages qui existent déjà, d'accord ? Alors le premier montage qui existe, c'est le GAREAT, c'est-à-dire c'est un fonds qui a été créé à la suite des événements de 2001, puisqu'en 2001, il y a eu d'abord, comme vous le savez, le quadruple attentat aux États-Unis contre le World Trade Center et le Pentagone. Et puis ensuite, en décembre, il y a eu l'explosion d'une usine chimique pas loin de Toulouse, dont on s'est demandé au début si c'était pas un attentat terroriste. En fait, c'était pas un attentat terroriste, c'était une négligence qui avait entraîné la détonation d'un stock de nitrate d'ammonium. Bon. Mais de fait, à la suite de ces deux événements combinés, les assureurs ne voulaient plus prendre en charge certains risques industriels. Et donc, le montage que l'État a proposé, c'était un montage à 3 étages. Alors, en fait, 4, parce qu'il y a 2 tranches de réassurance.
Mais schématiquement, c'est un montage à 3 étages où les assureurs prennent en charge les sinistres jusqu'à un certain plafond. Et puis, en fait, ils cèdent une partie des primes qu'ils facturent à des réassureurs qui vont prendre en charge les sinistres qui sont en excès, enfin, qui sont au-dessus du premier plafond jusqu'à un plafond numéro 2. Et puis, les réassureurs eux-mêmes, au plafond numéro 2, ils vont s'arrêter. Et en fait, ce qui est au-dessus de ce plafond va être pris en charge par la Caisse centrale de réassurance, qui est le réassureur de l'État. Enfin, en fait, c'est l'État, d'accord? C'est la structure de réassurance de l'État. Et là, la CCR, elle va prendre 100 plafonds, en échange, évidemment, là aussi, d'une partie des primes. Donc, pourquoi il y a un mécanisme à 3 niveaux? Parce qu'en fait, ce que vous voyez, c'est que ce qu'on fait assurer par les assureurs, c'est un risque qui est un risque de fréquence, dans lequel on va pouvoir faire jouer un truc qui est analogue du théorème central limite. Et puis, ce qu'on fait assurer par les réassureurs et puis par la CCR, c'est le risque extrême. Et en particulier, on voit que le truc pour lequel il n'y a pas de limite, il est pris en charge par l'État, parce que l'État, il a un moyen d'amortir en faisant passer en se remboursant sur les impôts qu'il percevra dans l'avenir. Du coup, il y a aussi un autre mécanisme alternatif qui est le mécanisme CatNat. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier du phénomène CatNat, mais il y a une loi du 13 juillet 1982 qui dit qu'en fait, on prend en charge les conséquences des catastrophes naturelles sous 2 conditions. Il faut qu'il y ait un arrêté interministériel de déclaration d'une catastrophe naturelle et il faut que vous soyez assuré contre les dommages aux biens. Ça veut dire avec une multirisque habitation, en gros. Enfin, ou même simplement un monorisque avec juste une assurance incendie ou inondation. À ce moment-là, à partir du moment où il y a l'arrêté de catastrophe naturelle, les assureurs vont vous indemniser, même y compris contre les risques que vous n'aviez pas souscrits. Genre tempête, vous n'aviez pas souscrit de risque tempête, mais le préfet, pas le préfet, le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre signent un arrêté de CatNat, eh bien le risque tempête est pris en charge même pour les gens qui n'ont pas souscrit d'assurance tempête. Et donc les assureurs payent. En échange de quoi, il faut évidemment qu'ils se remboursent, et ils se remboursent l'année N+1. Comment? En demandant un surcroît de cotisation qui est, de fait, c'est une taxe. Sauf que, très important, ça n'est pas une taxe, c'est-à-dire que ça compte pas dans le pourcentage des prélèvements obligatoires, ça compte pas dans le déficit de l'État, etc. Donc ça compte pas dans les ratios européens. Bon, on pourrait imaginer qu'on ait le même type de système pour la perte d'exploitation, c'est-à-dire que les assureurs payent aujourd'hui et puis que ce soit déduit des primes d'assurance payées dans l'avenir. Pourquoi pas? Alors, ceci étant dit, maintenant, il y a des contributions volontaires des assureurs. Alors, ça peut paraître une goutte d'eau. Le fait est que, comme on n'a pas estimé les montants, aux États-Unis, on a vu qu'on a des montants en centaines de milliards de dollars par mois, mais aux États-Unis, on a vu qu'on a très peu d'amortisseurs sociaux puisqu'on n'a même pas de chômage technique. En France, on n'a pas d'évaluation du reste à charge pour les entreprises une fois qu'on a déduit l'indemnisation par la sécurité sociale et puis par les dispositifs que l'ENA a évoqués. Donc, qu'est-ce que les assureurs ont fait? D'abord, en fait, ils ont décrété un moratoire sur les primes pour les entreprises en difficulté. C'est-à-dire concrètement, si les entreprises ne payent pas leurs primes, ne renouvellent pas leur assurance, elles seront quand même prises en charge. Ce qui est contraire à la loi, puisque d'habitude, en fait, il faut payer la prime pour pouvoir être assuré. Mais là, en gros, si vous êtes en tacite reconduction et que vous n'avez pas les moyens de payer, c'est pas grave. Ensuite, le gouvernement a créé un fonds de solidarité auquel les assureurs ont apporté d'abord 200 millions et puis encore 200 millions. Ça reste. Alors, c'est pas considérable, sauf que quand même le moratoire sur les primes pour les entreprises en difficulté, ça veut dire que techniquement, les assureurs renoncent à leur chiffre d'affaires temporairement, d'accord. Et puis, en fait, il y a une série de mesures extra-contractuelles solidaires qui ont été annoncées aussi le 15 avril. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement des indemnisations supplémentaires en santé pour les personnes vulnérables, c'est-à-dire en gros les personnes âgées, les handicapés, les restes à charge, les rembourser à 100%, etc. Tout ça, ils vont avoir des indemnisations plus rapides et complètes sur l'achat de masques, s'ils en trouvent, tant mieux pour eux, la prise en charge de matériel, etc. Bref. Et puis, le même jour, les assureurs ont annoncé qu'ils allaient investir en fonds propres 1,75 milliard d'euros dans les PME, justement pour aider à la recapitaliser. Et puis que au moins 10% iraient au secteur du tourisme. Voilà. Et puis plus récemment, ils ont annoncé aussi qu'ils reportaient les loyers des entreprises et que dans le cas des TPE, ils annulaient carrément les loyers des entreprises qui étaient locataires des locaux qu'ils possèdent, puisque comme vous le savez, les assureurs sont de gros propriétaires immobiliers. Voilà. Et puis la dernière, la dernière, c'est rien du tout, mais en tout cas, les assureurs
réfléchissent à la manière dont ils peuvent se rendre visibles dans le concours de qui en fait le plus. Voilà. Alors pour autant, c'est pas suffisant. Même si on peut considérer qu'ils essaient de faire leur part, c'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce que, comme me le demande Nicolas, avez-vous un commentaire sur la position de Nicolas Terry, président du Crédit Mutuel, d'indemniser les PME ayant souscrit un contrat perte d'exploitation, même si celui-ci ne prévoit pas le cas de pandémie. On va pas ergoter sur le droit, on agit. Oui, bien sûr. Le truc, c'est que on peut se le permettre quand on n'a pas beaucoup de clients et qu'on n'a pas beaucoup vendu de police. Le problème, c'est que les gros assureurs d'entreprise, pour pas le nommer AXA Corporate Solutions, d'accord, par exemple, s'ils font ça, ils explosent. Enfin, ils explosent. C'est-à-dire que, en fait, les assureurs spécialisés dans l'assurance d'entreprise peuvent difficilement se permettre de faire passer, d'honorer toutes les garanties perte d'exploitation qu'ils n'avaient pas prévues. Alors que les assureurs pour lesquels c'est un volume extrêmement marginal ou qui avaient juste commencé à souscrire, évidemment, ils peuvent se faire un coup de pub là-dessus. Voilà. Mais j'ai aucun chiffre. Hein. Je disais, excusez-moi, merci Pierre-Charles, merci Olena pour ces présentations qui étaient en plus assez complètes. On a des questions par les étudiants. Je vois pas tellement de questions des étudiants, n'hésitez pas. Je crois que la question principale, moi, était surtout sur la solidité des banques et des assurances. Finalement, on ne sait pas grand-chose. Hein. Le problème n'est pas maintenant. Il est un peu plus tard lorsque les entreprises feront faillite, c'est ça ? Oui, effectivement, je pense que moi, je suis convaincue qu'il y aura des problèmes de solvabilité des banques, mais c'est très difficile de les chiffrer. Et ensuite, on sait, qu'on sait que la dernière fois, les banques ont été recapitalisées, donc ils ont reçu l'aide de l'État en termes de fonds propres, aussi bien sûr de la liquidité. Donc cette fois-là, on a aussi beaucoup de liquidité qui est fournie par la Banque centrale européenne, Banque européenne. On sait aussi qu'après la crise de 2008, on a dit que pendant la recapitalisation des banques, il y avait une grande erreur qui était faite parce que les banques étaient recapitalisées avec l'argent des contribuables. Il n'y avait pas suffisamment de procédures de bail-in, alors que c'est d'autres créanciers qui participent. Et donc, après 2008, il y a une grande réforme qui a été réalisée pour s'assurer que la prochaine fois, s'il y a des crises ou il y a des banques qui sont en faillite, des créanciers ils participent aussi par le bail-in, un renflouement interne. Les créanciers aussi, ils subissent une partie des pertes. Les déposants pas assurés, ils subissent une petite partie des pertes ou une partie des pertes. Et c'est seulement à partir quand tous ces moyens sont épuisés, il y a aussi des fonds de résolution des banques qui a commencé d'être alimenté, mais il n'est pas encore alimenté à 100%. Sa taille est assez petite, on doit dire. Et donc, sauf qu'il y a une exception. Il y avait une exception à cette règle de renflouement interne et l'utilisation des fonds de résolution. Et qui c'est un risque systémique. Dans ce cas-là, l'État peut participer tout de suite. On a déjà vu un exemple quand il y avait un risque qui n'était pas vraiment systémique en Italie. Il y a une banque qui était en difficulté. Et donc, les autorités italiennes, ils ne voulaient pas du tout permettre la participation des créanciers. Ils voulaient tout de suite utiliser l'argent public pour renflouer la banque. Donc, moi, je pense aussi que maintenant, on est dans une crise systémique. On va voir est-ce que l'État va oser utiliser les instruments des bail-in ou est-ce que l'État va tout de suite recapitaliser les banques. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut observer avec beaucoup d'attention parce que oui, on veut éviter la morale qui est très très important. Je suis d'accord avec Pierre-Charles, mais je pense que dans les crises systémiques, il y a aussi des choses qui sont oui, les problèmes de la morale, ils sont un peu oui, c'est difficile de les prendre en compte. Je crois que Isabelle avait un avis, je crois qu'elle peut réagir là-dessus. Ouais. Sur la capacité de résistance des banques, il y a peut-être un indicateur très simple à considérer, c'est leur ratio de levier, c'est-à-dire la part des fonds propres en pourcentage du total des expositions, du total des actifs, pour dire les choses simplement.
Pour les banques européennes, on est un peu en dessous de 6%. D'accord ? Ça veut dire que... Comment ? En moyenne. En moyenne. Pour les grandes banques, ça va être beaucoup plus petit. Alors, il y a pas mal de dispersion, mais si on prend les banques françaises, leur ratio de levier est autour également de 5-6%. Et pourquoi je prends cet indicateur-là ? Parce que qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que si les pertes que les banques vont essuyer à leur actif venaient à dépasser 6% de la valeur de leurs actifs, alors cela suffirait à épuiser totalement leurs fonds propres. Autrement dit, ça suffirait à déclencher des difficultés amenant à mobiliser les dispositifs de résolution. Après, Olena l'a dit, au niveau des dispositifs de résolution, deuxième volet de l'union bancaire en Europe, est-ce que véritablement ça fonctionnera de manière suffisamment efficace ? Il y a une grande incertitude, parce que vous savez que dans un premier temps, donc ça mobilise du bail-in, mais le bail-in ça ira pas très loin parce que les investisseurs, les créanciers prendront 8% des pertes et comme les textes les y autorisent, au-delà de ces 8%, ensuite on pourra faire appel au fonds de résolution. Est-ce que le fonds de résolution sera suffisamment doté ? Quand il sera complètement doté en 2024, ce qui nous mène à loin, il aura 55 milliards d'euros. Aujourd'hui, il pourrait mobiliser à peu près 40 milliards d'euros. C'est rien du tout si plusieurs banques font face à des difficultés en même temps. Et ça, c'est très probable. Les publications récentes du Conseil européen du risque systémique nous disent que la probabilité pour que deux grands groupes bancaires fassent défaut en même temps ou rencontrent une grande difficulté en même temps est en train d'augmenter beaucoup. Donc il y a une vraie question qui se pose là et ça me permet de rebondir sur le problème d'aléa moral que soulignait Pierre Charles. Il y a effectivement un grand problème d'aléa moral aujourd'hui dans le soutien finalement que les banques pourraient apporter à l'économie parce que comme tu l'as dit, elles vont sans doute privilégier en fait les entreprises qu'elles ont intérêt à soutenir et je dirais que plus globalement, les banques sont quand même assez soutenues à la fois indirectement par les plans d'aide et puis plus directement par la Banque centrale européenne et par les superviseurs qui sont en train de relâcher considérablement, c'est déjà le cas, relâcher considérablement les exigences prudentielles et pour autant, rien, absolument rien ne vient lier le soutien dont les banques bénéficient à celui qu'elles apportent à l'économie. Et ça, c'est quand même un sacré problème. On a bien vu que, au cours des 10 dernières années, le fait de ne pas lier le refinancement de la Banque centrale aux efforts des banques pour relancer le financement de l'économie, qu'est-ce que ça a donné ? Ça a donné qu'en fait, elles ont soutenu l'économie comme elles l'ont voulu, avec du crédit immobilier et absolument pas avec du crédit à l'investissement des entreprises. Et donc tout ça a fait que la politique monétaire a été très mal transmise à l'économie réelle de la zone euro. Bon, là, on risque d'avoir un autre problème. L'autre problème, c'est que, outre la mauvaise transmission de la politique monétaire européenne, si rien ne vient lier le soutien dont les banques bénéficient à celui qu'elles apportent à l'économie réelle, alors, la crise économique induite par la crise sanitaire risque de dégénérer en crise bancaire et financière. Donc, et si à crise bancaire et financière, ça bouclera sur la crise économique et ce serait vraiment ça deviendrait un véritable désastre. Et puis juste un dernier point concernant les alternatives évoquées par Olena en ce qui concerne les garanties apportées aux entreprises. On l'a vu en fait. Les garanties actuellement, c'est sous forme de garanties de crédit, de facilité de trésorerie. Et Olena, tu évoquais des alternatives avec un dispositif américain de crédit transformé en subvention si les entreprises préservent l'emploi. Donc là, il y a bien l'idée d'une conditionnalité d'ailleurs intéressante. Et puis ensuite, tu évoquais le fait de prendre des participations, que l'État prenne des participations dans le capital des entreprises, ou bien qu'il y ait des subventions conditionnelles à une augmentation des impôts si c'est les entreprises subventionnées réalisaient par la suite des profits. Je pense qu'en fait, les deux dernières solutions, elles sont strictement équivalentes.
Elles sont strictement équivalentes parce que ensuite, les prises de participation, elles ne peuvent être que revendues finalement par l'État aux entreprises bénéficiaires, ce qui équivaut au fond à un impôt. Il y a une autre solution alternative dont on parlera, je crois, jeudi prochain, c'est du transfert direct de monnaie centrale aux entreprises. Une forme de monnaie hélicoptère pour les entreprises. Et en fait, il y a quoi comme solution à terme? Pierre-Charles disait des impôts forcés, mais ça c'est jamais bon. Des annulations de dettes dont on n'a pas encore beaucoup parlé, ou bien au fond des fonds propres négatifs pour les banques centrales qui assumeraient la charge de ce sauvetage de crise en transférant directement de la monnaie centrale et en voyant baisser leurs fonds propres, quitte à ce qu'ils deviennent négatifs, ce qui au fond les empêcherait pas du tout de fonctionner et ce qui serait peut-être, je dirais, la moins mauvaise des solutions pour la soutenabilité macro de nos économies. Je voulais juste ajouter que les deux dernières propositions que tu as dit que c'est exactement la même chose, c'est exactement, moi je présentais ça comme la même chose. Parce qu'effectivement, la subvention suivie par une augmentation des impôts, c'est la même chose que entrer en fonds propres par l'État et ensuite revendre cette participation aux entreprises. Alors, je vais répondre à quelques questions. C'est pas tout à fait la même chose parce qu'il y a le temps l'État est actionnaire, il a les moyens d'orienter la stratégie de l'entreprise. Donc c'est comptablement la même chose, mais il y a une différence qui est énorme, c'est que l'État peut décider de l'orientation de l'entreprise. Je crois que c'est un point essentiel. Je pense que ça s'adresse à des petites entreprises. Ça s'adresse à des petites entreprises, Olena l'a dit, et donc c'est pas l'État qui va dire au boulanger comment faire sa baguette. Elle a raison. C'est difficile d'imaginer une boulangerie à côté où l'État va dire quel type de pain faire. Je pense, Non, mais évidemment. En revanche, il peut y avoir des orientations. Alors, c'est un peu tarte à la crème, mais des orientations sur les aspects développement durable. Oui, les petites entreprises font des choix. Je vois pas pourquoi un actionnaire, c'est la définition même de l'actionnaire. Il est propriétaire et il a un droit de mettre en place. Je pense que l'État peut aussi mettre en place des normes en termes de responsabilité sociale des entreprises, en loi pour toutes les entreprises. Je ne sais pas s'il faut bricoler à ce niveau-là et conditionner, parce que je pense que ça va prendre beaucoup de temps. Dans ce cas-là, chaque entreprise va négocier avec l'État. Alors, qu'est-ce que vous allez nous demander? Est-ce qu'on doit accepter cette aide ou non? Je pense qu'on a vraiment, on doit aider les entreprises le plus rapidement possible. Et je pense que l'État a d'autres instruments qui est actionnaire des PME. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je dis que les deux solutions sont pas équivalentes. Ok. Mais bon, sur le principe, on est d'accord. On va pas continuer trop longtemps. Il n'y a pas tellement de questions de la part des étudiants. Il y a une question de Rose Portier sur l'union bancaire. Je sais pas si on a le temps très rapidement. Léna, tu peux dire un mot et Pierre-Charles voulait dire un mot également. À quand l'achèvement d'une union bancaire? Bon, je crois que Léna vient de répondre. Pierre-Charles, tu avais une remarque. C'était juste pour faire suite à ce que tu disais sur l'équivalence entre la prise de participation directe et puis toute autre forme de support qui serait avec un remboursement conditionnel ensuite. Ce qui est quand même intéressant dans la prise de participation directe, c'est que c'est un effet très différent sur les petites et sur les grandes entreprises. Sur les petites entreprises, il s'agit d'initier. Enfin, en gros, s'il y a des prises de participation directe, c'est qu'on initie un moyen de financement qui est pas habituel pour les très petites entreprises. En revanche, pour les grandes entreprises, c'est clair que quand j'entends le président de la République expliquer qu'on va prêter 7 milliards d'euros à Air France pour que ça devienne la compagnie aérienne la plus propre au monde, sans rentrer au capital. En français, il y a un terme pour ça, d'accord. C'est quand même complètement délirant. C'est typiquement le cas où l'État devrait rentrer au capital et comme actionnaire majoritaire imposer ce qu'il veut, et pas dire on va prêter conditionnellement au fait que, alors qu'on n'aura aucun moyen de surveillance de rien du tout. Non, je suis bien d'accord. On va s'en tenir là parce que on a pas mal dépassé. J'essaye de faire en sorte que ça dure 1 heure. Là, ça a un petit peu débordé. Merci à vous.